Salut à toi, c'est Turan. Un petit message avant de commencer la vidéo pour te dire que si jamais ça te plaît, pense à t'abonner à la chaîne, à activer la cloche, à laisser un petit like, un petit commentaire et surtout à partager autour de toi, ça permettra de faire découvrir mon travail. Et si jamais le contenu te plaît, je fais pas mal d'autres choses, donc regarde dans la description, il y a plusieurs liens qui pourraient t'intéresser, et sinon j'en parle en fin de vidéo. Bon visionnage à toi. New York, écrit par Stéphane Wool, lu par Johan Fournier-Moreau. Partie 4. Chapitre 1. Quelque part dans l'immense dédale du bloc Manhattan, deux hommes se penchaient sur un petit appareil surmonté d'une antenne. L'un d'eux orienta cette antenne vers le sol. Ils attendirent un instant. L'autre rompit le silence. « Vous avez sans doute rêvé, Inc. 3. Je ne suis pas déréglé, Cap 4. La lampe a fonctionné tout à l'heure, par 2 fois. Et maintenant, plus rien. Ça ne signifie pas grand-chose dans cette maudite ville où tout fonctionne de travers. 1000 choses différentes ont pu influencer cette lampe. Allons, Capt 4, ne raisonnez pas comme un sous-cultivé. Vous savez très bien que ce détecteur ne peut être influencé que par des ondes humaines. Il y a des jours que nous tournons en rond dans cette ville, mais c'est la première fois que l'appareil donne signe de vie. Je vous dis que c'est le doc. Nous l'avons retrouvé. Ah. Comment ? En admettant que l'appareil ait normalement détecté une présence humaine, nous savons seulement que le doc se trouve dans cette direction à environ... Combien disiez-vous ? 1800 fixes de distance. Eh bien, je veux dire que même si vous savez qu'un virus se trouve exactement à 1 fixe 420 centifixes dans une direction donnée au milieu d'une meule de fibres théoriquement aseptiques, il y a quand même 99 chances sur 100 pour que vous ne puissiez mettre la main dessus, même avec un microdétecteur. Mais... Réfléchissez, Inc. 3. Moi aussi, j'aime bien le doc, mais cette ville est folle. Elle me fait penser à cette attraction foraine d'autrefois que l'on appelait la Maison des Fous. Vous savez, on passe une porte rouge qui s'ouvre sur une terrasse. On suit un couloir qui tourne et on se retrouve devant une porte bleue donnant sur un escalier. Et cette porte est la même que la porte rouge de tout à l'heure, et la terrasse s'est pliée en escalier conduisant à l'étage supérieur. Et si l'on se risque à monter les marches, on n'est pas sûr de pouvoir redescendre car l'escalier se change brusquement en couloir menant à une porte verte. Telle est cette ville, Inc. 3. Songez qu'hier soir nous nous sommes endormis dans cette pièce et... Son doigt se tendit vers la baie vitrée dominant le port désert. Il désigna la statue de femme qu'avait tant admiré l'enfant noir. Nous étions exactement à la hauteur du miroir de cette statue primitive. Et ce matin, nous la dominons d'au moins 100 fixes. Ou bien l'immeuble a grandi pendant la nuit, ou bien il existe un système de roulement quelconque qui change les étages de place pour une raison que j'ignore. Même si le doc se trouvait à portée de voix d'ici, je ne chercherai pas à le joindre, je chercherai à sortir. Quand on se trouve perdu dans une monstruosité pareille, il n'y a qu'un seul moyen de s'en sortir, se donner tous rendez-vous dehors. Il s'approcha de la vitre et la martela du poing. Et dire qu'il n'y a pas moyen de briser ça. Si c'était possible, je crois que je prendrais le risque de sauter d'ici dans ce tas de neige que je vois en bas. En cas de malheur, j'aurais au moins la satisfaction de mourir hors de ce piège à rats. Vous auriez certainement cette satisfaction-là, croyez-moi. Nous sommes bien à 300 fixes du sol ici. Cap 4 se retourna d'un bloc vers son compagnon. Son visage était rouge de colère sous le pansement blanc qui lui serrait la tête. « Votre ironie m'irrite, Inc. 3. Veuillez faire silence et me laisser réfléchir. » Inc. 3 sourit largement. « Vous n'êtes pas en état de réfléchir. » Cap 4 affecta un calme olympien pour masquer son irritation. « Inc. 3. Depuis quelques jours déjà, je discerne chez vous des signes d'insubordination. Il me semble qu'aujourd'hui vous passez la mesure. Prenez garde qu'au retour je ne vous fasse pas rétrograder. Vous n'êtes qu'un capitaine 4 et je suis ingénieur 3. J'ai l'impression que l'insubordination n'est pas de mon côté, puisque vous tentez d'aborder le sujet. Les militaires ont toujours le pas sur les techniciens, vous le savez fort bien. Quand il est question de se battre, certes, mais pas dans notre situation. Il s'agit seulement de résoudre des problèmes techniques pour arriver à sortir de cette ville où vous avez tenu à pénétrer sans matériel suffisant, malgré mes conseils. S'interrompant brusquement, Inc. 3 leva la main d'un geste apaisant. « Excusez-moi, Capt 4, continua-t-il. Je crois que nous nous conduisons comme des sous-cultivés. » Capt 4 rougit violemment. « Vous avez raison, dit-il. La perte de la nef, la mort de l'équipage, ma blessure à la tête et maintenant cette aventure incroyable, tout cela m'a complètement déréglé. Je crains de vous avoir dit des choses désagréables. Moi aussi, Capt 4. Nous n'étions pas nous-mêmes. Ne m'appelez plus Capt 4. Mon grade ne signifie plus rien pour l'instant. Dans le civil, mon nom est Jax. Le vôtre est Brig, je crois. » Inc. 3 tendit la main. « Exact. Je vous soupçonne fortement d'avoir jeté un regard sur la liste de l'équipage, » dit-il en riant. Chapitre 2. L'ours endormi fit un mouvement qui réveilla l'enfant noir.
Il se mit brusquement debout, effrayé de se trouver dans un endroit inconnu. L'aube colorait les baies et jetait sur le sol des ombres baroques aux contours précis. Les souvenirs revinrent à l'enfant. Suivi de l'ours, il sortit dans le couloir pour reprendre son arme. Il poussa timidement la porte décorée de motifs alimentaires et se risqua sur le palier. Il considéra avec appréhension le tapis roulant. Enfin, poussé par la curiosité, il osa sauter dessus à pieds joints et revécut les émotions ascensionnelles de la veille. Une fois parvenu à l'étage supérieur, il appela l'ours à sa suite. Mais celui-ci, méfiant, se contenta de s'asseoir. L'enfant voulut descendre le chercher, mais fut jeté en arrière à chaque tentative par l'escalateur qui se mettait en marche au moindre contact. Avisant la rampe parallèle au tapis, il l'enjamba et se laissa glisser en bas. Puis il chercha à convaincre l'ours de l'accompagner, mais celui-ci ne voulut rien savoir. Répugnant à se séparer de l'animal, l'enfant fit contre mauvaise fortune bon cœur et passa l'une des 10 portes s'ouvrant sur le palier. Un long couloir aux murs luminescents le conduisit à un carrefour en étoile. Il s'engagea sur la gauche et monta pendant de longues minutes un plan incliné en colimaçon. Une voix lui éclata brusquement aux oreilles. « Nous vous rappelons qu'il est interdit de pénétrer ici sans une carte de technicien. Rebroussez chemin, s'il vous plaît. » La voix avait les mêmes intonations froides que celles qui avaient accueilli l'enfant aux portes de la ville. Effrayé, celui-ci revint en arrière. Il se perdit dans les entrailles de la cité, erra pendant des heures, voyant beaucoup d'objets sans signification pour lui. Il aboutit dans une vaste salle entièrement tapissée d'affiches dont les lèvres souriantes prononçaient de muets slogans, comme les dieux de Santiago. L'enfant sourit devant ce rappel rassurant de son passé. Il s'étonna d'avoir eu peur en voyant ces affiches pour la première fois. L'une d'elles représentait une jeune et jolie femme s'apprêtant à mordre dans une banane. L'enfant s'approcha. À mesure qu'il avançait, la femme clignait de l'œil droit de temps en temps, tandis que ses lèvres articulaient « Mangez des bananes ». L'enfant recula et s'avança de nouveau lentement vers l'affiche en surveillant la bouche mobile de la femme. Il comprit ce qu'elle disait et sourit de contentement. Puis son attention fut attirée par des signes étranges au bas de l'affiche. Des signes qu'il avait déjà remarqués sur les murs de Santiago. Une vague impression de correspondance entre les mots prononcés par l'image et les signes mystérieux l'effleura. Les signes avaient cet aspect. Mage de banane. L'enfant sentit venir une crise de lucidité. Son cerveau se mit douloureusement en marche, accélérait son rythme, développait des idées à toute vitesse. La femme a dit 3 paroles. Manger des bananes. Il y a 3 petits tas de signes en bas de l'image et l'enfant a mal à la tête, mais il va savoir quelque chose. 3 paroles, 3 tas de signes. La première parole fait 2 bruits. Manger. Le premier tas a 4 signes. L'enfant a mal. Manger. 2 bruits, 4 signes. 2 signes pour un bruit. Ça montre que c'est vrai, que l'enfant noir va savoir. 3 paroles. Une grande, une petite, une grande. 3 signes, un grand, un petit, un grand. C'est tout pareil aux paroles, peut-être sauf que les paroles ont un bruit mais qu'on ne peut entendre les signes. Peut-être que les signes ma veut dire man, les signes je, j'ai. 2, ba, nan. Oui, c'est vrai, le signe N est le bruit qu'on fait avec sa langue sur les dents et on le voit 2 fois, comme dans banane. Et puis le signe A est le bruit qu'on fait avec la bouche ouverte, comme ça, ah, comme dans banane aussi. Et le signe M c'est pour les lèvres. Et l'enfant noir sait maintenant, il sait. Des gouttes de sueur lui coulaient sur le visage. Son regard fou balaya les autres affiches, s'accrocha à l'une d'elles reproduisant certains caractères qu'il venait de comprendre et représentant un arbre. Il vit les signes ARBR, lutta contre son ignorance lourde, épela Ab. Arbre! S'écria-t-il au comble de la joie, en comprenant que le signe R correspondait au bruit d'un raclement de gorge, ce bruit qui revenait 2 fois dans le mot arbre. Il s'assit sur le sol, pris de vertige, et se tint la tête à 2 mains, s'efforçant de ne plus penser pour ne plus souffrir. Plus calme au bout d'un moment, il entreprit de déchiffrer les affiches une à une. Les hommes qui, des siècles auparavant, avaient imposé l'orthographe phonétique sur tout le territoire du USA avaient rendu un immense service à l'enfant noir. Chapitre 3. Ling 3 poussa un léger cri de joie. Le Capt 4 lui posa la main sur l'épaule. « Cette fois, je crois que nous le tenons, dit-il. Mais comme je vous le disais hier, ça ne nous avance pas à grand-chose. Je crois que c'est une satisfaction purement morale. » La lampe du détecteur clignotait à toute vitesse. Soudain, elle jaunit, ralentit son rythme, redevint noire. « Il a changé de place, dit le Capt 4. Ling 3 était pâle.
Non, Jax, dit-il. Le compas est débloqué. Voyez! Et il n'a pas bougé. Mais comment? Exactement comme hier. Et il y a une raison pour que l'appareil se conduise ainsi. Il faut regarder les choses en face. Radioactivité supérieure à 17? Oui, il a dû s'intoxiquer. Où est-il donc allé se fourrer? La mine de Jax était grave. J'espère qu'il s'en est aperçu, dit-il lentement. Peut-être a-t-il encore le temps de se soigner. Il est médecin après tout. Se soigner avec quoi? Gémit Briggs. Sa science lui est parfaitement inutile sans matériel. Parlez-lui, dit Jax. Mais sa cellule est détruite. Il n'a pas communiqué avec nous depuis que nous l'avons perdue. Il y a peut-être une chance pour qu'elle fonctionne encore réceptivement sans pouvoir émettre, comme la mienne, dit Jax en caressant de la main son crâne bandé. Dans ce cas, il a toujours été le muet témoin de nos propos. Il est inutile que je lui adresse la parole. Comprenez quel bien moral ça lui fera si vous vous adressez directement à lui. Vous avez raison, Jax. Briggs dirigea instinctivement son regard dans la direction indiquée par le détecteur. Doc 1, dit-il à voix haute, vous avez entendu ce que j'ai dit au Cap 4. Vous êtes probablement radioactif au-dessus de 17. N'essayez pas de sortir de New York. Le plus pressé pour vous est de trouver un service sanitaire pour vous soigner. Il s'épongea le front. Fasse la chance que vous m'entendiez, Doc 1, ajouta-t-il d'une voix plus sourde. Chapitre 4. Épuisé par ses efforts de lecture, l'enfant noir s'était endormi à même le sol dans la salle bariolée d'affiches. Au bout d'une bonne heure de sommeil, il s'étira et se leva. Il contempla les affiches avec un sourire de triomphe. Il les avait toutes lues, sans toujours comprendre, il est vrai. Des mots comme rasoir, synthétique ou citoyen ne signifiaient rien pour lui. Mieux armé par sa science récente, il continua son interminable et passionnante exploration. Il parcourut un couloir sombre et dut actionner légèrement son arme pour y voir à peu près clair. Un lumineux squelette d'enfant et un squelette d'ours le suivirent en silence vers l'extrémité du couloir. Ils se heurtèrent à une porte close au-dessus de laquelle l'enfant déchiffra les mots « Cœur de New York, interdit aux non-techniciens ». Il ne comprit pas le sens de l'inscription et se demanda comment New York pouvait avoir un cœur. Il se trouva devant des monstres bizarres dont les gros yeux de verre montraient des signes isolés – A, X, Z et d'autres signes incompréhensibles qui étaient des chiffres. Ces monstres étaient en métal et avaient de nombreuses pattes étranges ressemblant à la poignée de l'arme des dieux. Ces monstres ne sont pas vrais, pensa l'enfant. Ils ont été taillés dans le fer comme la déesse l'a été dans la pierre. Il posa sa main sur l'œil d'un monstre et appuya. L'œil s'enfonça avec un déclic. L'enfant recula, effrayé, tandis que les cornes du monstre se mettaient à tourner à toute vitesse sur elles-mêmes en produisant de fortes étincelles bleues. Le monstre émit un gémissement continu qui monta jusqu'à un aigu insoutenable. L'enfant s'enfuit à l'autre extrémité de la pièce en se bouchant les oreilles. « Le monstre est vrai, dit-il, comme les hommes de fer de la porte. » Il sortit de la salle en courant et fut stoppé dans son élan par un mur invisible. Les portes de la petite pièce où il se trouvait claquèrent derrière lui comme celles d'un piège. Une voix parla. « Technicien, attention! Dans 1 minute, désinfection automatique. Respirez le plus lentement possible. » L'enfant secoua les portes sans réussir à les ébranler. Un sifflement se fit entendre, un nuage rose envahit la pierre. L'enfant et l'ours toussèrent à perdre haleine. Le supplice dura 5 bonnes minutes. Le gaz disparut, aspiré quelque part, et les portes se rouvrirent d'elles-mêmes. L'enfant et l'animal s'enfuirent par le couloir sombre. La luminosité de leur squelette avait diminué de moitié. Essoufflés, ils s'arrêtèrent quand le bourdonnement de la machine se perdit dans le lointain, sans soupçonner que cette aventure leur avait été bienfaisante, mais qu'il aurait fallu la renouveler une bonne centaine de fois pour arriver à guérir leur sournoise maladie. D'ailleurs, l'enfant n'avait jamais établi le rapport entre la fin tragique de Toz et de la tribu et l'inquiétante phosphorescence. Il était dommage pour lui que les contrôles du couloir obscur aient été hors d'usage, car les robots l'auraient obligé à retourner dans la salle de désinfection jusqu'à guérison totale. Il est vrai que si les contrôles avaient fonctionné, il lui aurait été impossible de pénétrer dans la salle des machines. Néanmoins, la chance lui accordant un sursis, son agonie était reculée de quelques heures. Il y a des dieux cachés partout, pensait l'enfant. Ceux qui ont donné à manger à l'enfant noir sont gentils. Tous les autres sont méchants. Mais pourquoi ne les voit-on pas? La réconfortante lumière du jour l'attira sur la droite. Il déboucha dans une vaste avenue couverte. À travers le plafond vitré en ogive, le ciel paraissait d'un bleu insoutenable. Le soleil entretenait dans l'avenue une température de serre chaude.
Des plantes d'une hauteur incroyable bordaient la chaussée de métal. Certains arbres montaient jusqu'à la voûte et leurs troncs tordus rampaient le long de la paroi transparente qu'ils n'avaient pu crever. Par endroits, l'épaisseur des feuillages était telle qu'il ne filtrait plus qu'un jour verdâtre. Ravi, l'enfant se crut dans une forêt, mais la chaleur paraissait incommoder l'ours. Continuant leur marche, ils parvinrent à un carrefour orné d'un immense bassin. Regardant autour d'eux, ils virent 5 avenues semblables à la première converger vers cet endroit. L'enfant ne résista pas au plaisir de se baigner et piqua une tête dans l'eau tiède du bassin. Il s'ébattit pendant 10 minutes avant de remarquer une grande abondance de poissons rouges. Sortant de l'eau, il en balaya la surface d'un jet de flamme avec l'arme des dieux. Ce fut un jeu de capturer les poissons morts qui flottaient le ventre à l'air. L'ours se montra satisfait de l'initiative de son maître. Assis l'un à côté de l'autre, ils dévorèrent crus leur pêche inespérée. La cueillette de fruits inconnus pendant aux branches compléta leur repas. L'enfant quitta à regret l'immense jardin, mais la curiosité fut la plus forte. Elle le poussait toujours à explorer plus avant cette ville surprenante et gigantesque qui réservait une surprise nouvelle à chaque détour. Après quelques minutes de promenade, il arriva devant un portique où étincelait en lettres lumineuses l'inscription « Faculté de médecine ». L'enfant lut sans difficulté mais ne comprit absolument rien. Il franchit le portique en se demandant si ces mots signifiaient quelque chose de bon ou de mauvais pour lui. Il traversa plusieurs salles, immenses et bourrées de sièges, vit beaucoup de machines étranges auxquelles il n'osa toucher et poussa une porte donnant sur une chambre obscure. Stupéfait, il resta cloué sur le seuil. Alignée dans un ordre impeccable, sa tribu était devant lui, immobile. Dans l'obscurité, on distinguait nettement la luminescence des vers, des vaisseaux et du squelette de chaque individu. « L'enfant noir a retrouvé la tribu », dit-il d'une voix sourde. « La tribu a été très malade de la maladie qui gonfle. Elle est montée en l'air, très haut, mais l'enfant est monté aussi jusqu'à New York et il a retrouvé la tribu. Mais qui est Oz? Où est Bag? L'enfant ne les reconnaît pas bien. Pourquoi les chasseurs ont-ils coupé leur barbe et leurs cheveux ?» Il s'approcha de l'une de ces statues transparentes et lui toucha la main. Celle-ci était dure et glacée. Il crut reconnaître Toz. « Pourquoi les chasseurs ne parlent-ils pas? Toz est-il mort? Il est froid comme le vieux à Santiago. » Il posa son oreille sur la poitrine de plastique et la secoua avec tristesse. « Toz est mort !» Il parcourut des yeux l'étrange alignement et distingua au pied de chaque personnage une petite pancarte. « Réseau lymphatique », lut-il sous la première statue. « Non, ce n'est pas Toz, c'est Réseau lymphatique, l'enfant ne le connaît pas. Ce n'est pas sa tribu, mais elle lui ressemble. Elle a mangé aussi la chair des monstres, elle brille du feu des monstres. » Il déchiffra un à un les noms étranges de la tribu inconnue. Réseau lymphatique, appareil circulatoire, système nerveux. Celui qui le frappa le plus était très compliqué et pratiquement impossible à retenir. Système musculaire d'un torse humain. L'individu affligé de ce nom horrible était figé dans un déhanchement torturé et avait les 4 membres coupés. L'enfant, mal à l'aise, s'empressa de s'éloigner vers des lieux plus sympathiques. Il avisa une porte indiquant « Vivisection 3, animaux de laboratoire ». Il sauta de joie. Le mot laboratoire ne lui disait rien, mais animaux l'intéressait beaucoup. Le dieu fou a dit la vérité. « New York est une ville pour les chasseurs », a dit le dieu fou. « Voilà où est le gibier de New York !» Il entra. Une odeur puissante lui piqua les narines. L'arme braquée, l'œil aux aguets, il traversa plusieurs salles désertes. L'ours donnait des signes d'inquiétude. Il renifla le sol et grommelait avec mauvaise humeur. L'enfant se heurta enfin à une porte close. Derrière cette porte, on entendait des cris aigus et intermittents, puis de minuscules trottinements. L'enfant poussa lentement la porte. L'odeur devint insupportable. Un carré de lumière plus vive se découpa sur le sol et là, nullement effarouché, un petit être étrange fixait l'enfant. L'animal ressemblait beaucoup à un rat, mais certaines particularités l'en différenciaient pourtant. Son museau s'effilait en une trompe minuscule et sa longue queue annelée se terminait en fourche. « Sauve-toi, rat !» dit l'enfant. « L'enfant noir cherche du gibier. Les rats ne sont pas très bons à manger. » L'enfant s'avança vers la bestiole. Celle-ci lui céda la place lentement, comme à regret, et poussa un cri strident. Une dizaine de rongeurs, sortant de cages éventrées,
accoururent à cet appel. Puis une vingtaine d'autres apparurent, sortant de sous les meubles, descendant le long des murs, arrivant par les trous d'aération. En quelques secondes, la pièce en fut pleine. L'enfant ressentit une vive douleur à la jambe. Il poussa un cri et se baissa pour arracher la bestiole qui le mordait cruellement, mais déjà 3 autres rats plantaient leurs petites dents aiguës dans la chair. Il recula et fit cracher l'arme des dieux. Les petits cadavres se recroquevillaient dans les flammes, mais l'ardeur des survivants ne diminuait pas pour autant. Une véritable marée de petites fourrures grises avançait vers l'enfant. L'ours se roulait sur le sol en poussant des hurlements de colère et fauchait ses ennemis par vingtaines. L'enfant tirait devant lui tout en reculant vers la porte. L'ours secoua rageusement sa grosse fourrure et s'enfuit. « Ours !» cria l'enfant. « Attends !» Puis il courut sur les traces de son compagnon. Ils grimpèrent côte à côte un escalier. Arrivés au palier supérieur, ils s'arrêtèrent pour souffler un peu. L'enfant se pencha sur la rampe. Il vit onduler sur les marches le flot montant des rongeurs. L'air frémissait du bruit de milliers de petites pattes griffues. Chapitre 5. Ling 3 compta les pastilles qu'il avait dans une petite boîte. « Plus que 11, dit-il. Même en diminuant les rations de moitié, nous tiendrons seulement 5 jours. » Le Capt 4 fit la moue. « Je me demande comment manger ces gens-là, dit-il. Depuis le temps que nous tournons en rond, nous n'avons pas rencontré une seule fois un distributeur ou une station métabolique. Qu'allons-nous faire, Brig ? La même chose, luttons jusqu'au bout. Au fond, je suis content de ne pas avoir vu de fenêtre depuis des heures. Regarder dehors, sentir le but derrière une vitre incassable me paraît un vrai supplice de Tantale. Sortir de là, bon sang, sortir ! J'en ai assez de me nourrir de pastilles. Si je vous disais que c'est la première fois de ma vie que j'en use ? Moi pas, j'en ai eu besoin il y a 10 ans. Je me suis perdu pendant 13 jours dans le désert d'Édom. Vous êtes allé sur Mars ? Eh oui, j'y ai passé de sales moments. Mais j'y ai moins souffert de la soif qu'ici. Vous aussi, vous vous sentez déshydraté, hein ? Je crois que ces pastilles sont mal dosées. Non, elles sont trop vieilles. J'ai la gorge râpeuse. Je voudrais bien retrouver ce labo où il y avait une conduite d'eau percée. Si nous y étions restés, nous ne serions plus là pour en parler. Vous aviez déjà de l'eau jusqu'au menton. J'en suis à un point où la mort par immersion me paraît très douce, depuis que... Brig interrompit son compagnon. « Jax !» cria-t-il. « Qu'avez-vous » Brig prit le Capt 4 par les épaules. Il ouvrait des yeux stupéfaits. « Allons, mon cher, remettez-vous. Vous êtes tout pâle. Qu'est-ce qui vous arrive ?» Brig éclata de rire. « Une idée ! Je viens d'avoir une idée. Et ça vous fait un tel effet ? Seriez-vous sous-cultivé ? Je ne plaisante pas, Jax. Vous avez parlé de cette conduite d'eau. Cela m'a fait penser aux conduites d'air. Je ne vois pas. Réfléchissez. Ces conduites d'air mènent certainement au dehors. Où voulez-vous qu'ils le prennent, cet air ? Mais dans le synthétiseur d'atmos... Par sol ! Jura le Capt 4. Je crois que vous y êtes, mon vieux. Que voulez-vous qu'ils fassent d'un synthétiseur ici ? Nous sommes sur la Terre, bon sang, pas sur Vénus. Ils prennent l'air dehors, tout simplement. Jax montra du doigt une bouche d'aération. Voilà la porte de sortie, dit-il. Nous n'avons qu'à suivre la conduite jusqu'à en rencontrer une autre d'une section suffisante pour nous y glisser. Ensuite, descendons toujours le plus bas possible. Les 2 hommes se précipitèrent dans la pièce voisine, les yeux au plafond. Où est... Là, mon vieux, je le vois, le tuyau vert ! Ils coururent jusqu'au couloir sans quitter le tuyau du regard. Je ne le vois plus, dit Jax. Les militaires n'ont aucune notion d'architecture. Attendez, ce mur est bien épais, là. Nous avons un autre tuyau vert. Ce n'est pas le même. Tenez, ils convergent tous vers cette cloison. Montons à l'étage supérieur, nous allons certainement trouver une conduite plus importante. Dans sa hâte, Brig posa le pied sur un rouleau qui apparaissait à travers le tapis roulant hors d'usage. Il tomba en avant, jura, et rattrapa Jax en boitillant. Le Capt 4 s'affairait déjà à arracher la grille qui obstruait une manche à air. La grille était peu solide. Il en jeta les débris derrière lui et passa la tête à l'intérieur de la manche. Il fait un noir d'ivresse spatiale là-dedans. Votre lampe fonctionne toujours, Brig ? Brig lui tendit la lampe. Ça va marcher, dit Jax. Ça fait à peu près 75 centifixes de large. Voulez-vous passer devant ? Non, je crois qu'il vaut mieux que vous commenciez. Je me suis tordu le pied, j'ai peur de vous retarder. Vous êtes déréglé, mon vieux. Soit, je passe en premier. Mais vous n'imaginez pas que je vais vous laisser tomber tout de même. Jax s'engagea dans le puits lisse et vertical, la lampe de Brig entre les dents. Brig attendit qu'il ait descendu quelques mètres et le suivit. La descente était facile. Ils se laissèrent glisser, freinant leur chute en appuyant leurs genoux et leur dos à la cloison circulaire.
Tout alla bien pendant une centaine de mètres. Puis Jax s'enhardit et se laissa filer plus vite. Briggs vit s'amenuiser la petite lueur de la lampe. Il relâcha sa pression pour rattraper son camarade et l'atteignit brutalement avant de pouvoir freiner. Il entendit sous lui un cri étouffé et vit disparaître le Capt 4 à une vitesse vertigineuse. Affolé, il se laissa tomber à sa suite le plus rapidement possible et arriva une deuxième fois sur lui avec plus de vitesse qu'il n'aurait voulu. La lampe était éteinte. Il sentit sous ses pieds le corps de Jax. « Ça va, Jax ?» demanda-t-il en inclinant la tête autant que le lui permettait l'étroitesse du conduit. Le Capt 4 ne répondit pas. « Jax !» appela Briggs. Inquiet, il tâtonna de sa main libre et sentit la tête de Jax inondée d'un liquide poisseux. Il appela encore, affolé. Son pied blessé le faisait souffrir. Il dut se reposer en appuyant l'autre semelle sur l'épaule de Jax. Avec des contorsions pénibles, il réussit à retrouver sa lampe qui reposait sur la poitrine de l'autre. Par bonheur, elle fonctionnait. Il alluma et s'aperçut que le Capt 4 avait la moitié du corps engagé dans une courbure horizontale du conduit, ce qui expliquait qu'il ne soit pas tombé plus bas. Son pansement était rouge de sang. Briggs posa doucement un doigt sur le cou de Jax. Il sentit les pulsations et respira, soulagé. Il avait craint le pire. Au bout d'un moment, il entendit Jax murmurer quelque chose. « Ça va mieux, Jax ?»« Oui, quel coup. Ça fait mal ? Qu'est-ce que... Oui, j'ai mal. Pas trop ?» Jax soupira bruyamment. Sa voix devint claire. « Ça va mieux. J'ai dû recevoir votre talon sur le crâne, n'est-ce pas ? Je suis désolé, Jax. C'est ma faute, j'ai voulu aller trop vite. Ça va presque bien maintenant. Je souffle encore un peu et nous allons ramper sur le dos jusqu'à je ne sais où. » Le conduit fait un coude à l'horizontale. « Passez-moi la lampe, s'il vous plaît. »« Voulez-vous que je passe devant ? » ?»« Nous n'aurions pas assez de place pour nous croiser, mais ne vous inquiétez pas, tout va bien. » Ils progressèrent lentement pendant une dizaine de minutes et atteignirent un second coude. « Ce n'est pas à proprement parler un coude, » dit Jax après avoir promené la lampe devant lui. « Nous débouchons dans un conduit plus large. »« Combien ? » ?»« Oh, je dirais un fixe 25. »« Par sol, ce sera moins facile. » »« Allons-y prudemment. » Jax avança lentement ses jambes dans le conduit. Il tâtonna du pied et parut brusquement disparaître. « Jax !» s'inquiéta Briggs. « Ça va, j'ai coincé mon pied dans une ouverture secondaire un peu plus bas. Vous pouvez suivre, ce n'est plus une glissoire maintenant, c'est une échelle. Au fond, je préfère ça. » Jax ne disait pas tout à fait la vérité. En vrai, ils durent se laisser glisser d'étage en étage, profitant des conduits secondaires desservant chaque palier pour se reposer. Par prudence, ils restaient toujours à un étage d'écart l'un de l'autre. Au bout d'une bonne demi-heure de cette épuisante acrobatie, Jax sonna des signes de lassitude. « J'aimerais bien m'allonger quelque temps dans un conduit secondaire, » dit-il. Briggs, dont la cheville enflait, s'empressa d'acquiescer. Ils se retrouvèrent dans un tube plus étroit et se reposèrent en silence. Au bout d'un moment, Jax leva légèrement la tête. « Vous n'entendez rien ?» demanda-t-il. « Non. » « Écoutez bien. » Briggs tendit l'oreille. Effectivement, quelque chose faisait du bruit. On aurait dit de petits cris pointus, puis des grognements. Les deux hommes s'avancèrent vers l'orifice opposé du conduit. Ils remontèrent un peu à la verticale après avoir passé un coude. Ils arrivèrent derrière une grille qui les séparait d'une vaste salle. Jax réprima un cri de stupéfaction. Des milliers de rats grouillaient derrière la grille. Puis une vive lueur balaya la foule des rongeurs, deux ombres passèrent à toute vitesse dans le champ de vision réduit, une porte claqua violemment. Les rats remarquèrent vite la présence des deux hommes. Plusieurs grimpèrent le long de la grille, mordant le métal de leurs petites dents rageuses. « Des rats ?» s'étonna Briggs. « Oui, ou plus ou moins quelque chose d'approchant. Une race de mutants peut-être. Regardez leur queue. »« L'endroit est malsain, » dit Briggs. « Si nous partions... » Ils revinrent au gros conduit tout en échangeant leurs impressions. « J'ai vu un pied nu et noir, » affirmait Jax. « Un pied d'homme ?»« Parfaitement. Et une espèce d'animal velu. Puis des flammes. »« Je n'y comprends rien. Nous n'avons pas besoin de comprendre. Contentons-nous de sortir d'ici. Je ne me vois pas servant de déjeuner à ces affamés. La grille semble pouvoir les arrêter, heureusement. » La descente interminable recommença. Enfin, le conduit fit un coude et ils purent avancer à quatre pattes. Ils arrivèrent bientôt au bord d'un véritable précipice. Le conduit débouchait dans un vaste puits d'aération de 3 mètres de large, percé tous les 3 mètres d'une couronne d'orifices secondaires. Jax se pencha avec circonspection au-dessus du vide. La lueur de sa lampe se perdait dans les profondeurs. « Cette fois, je ne sais pas ce que nous allons faire, » dit Briggs. « Moi je sais, » dit Jax. « Je vais me pendre par les mains et vous allez vous laisser glisser le long de ma combinaison jusqu'à l'orifice inférieur. Vous essaierez de vous caler solidement pour supporter mon poids quand je vais tout lâcher. Après, ce sera votre tour. »« Nous allons nous casser les reins, » gémit Briggs.
J'aime mieux ça que de mourir de soif dans ce labyrinthe. Jax se laissa pendre dans le vide. Son compagnon lui posa les mains sur les épaules, accrocha la pointe de son soulier dans la ceinture de Jax et, étreignant celui-ci à bras-le-corps, se laissa doucement glisser plus bas. « Dépêchez-vous, dit Jax. Mes doigts faiblissent. » Briggs serra les dents, se cala les jambes dans l'orifice inférieur et, les bras levés, serra solidement les genoux de Jax. « Lâchez, dit-il. Jax obéit. Muscles tendus, Briggs essaya désespérément de se cambrer pour éviter la chute, mais sa cheville blessée le trahit, ses genoux fléchirent. Il eut l'impression que le corps de Jax passait devant lui avec une lenteur terrifiante, resserra désespérément sa prise et fut entraîné par le poids du Cap 4. Ils tombèrent. Jax poussa un cri terrifiant. La chute parut longue, et soudain un souffle d'une violence inouïe les fit remonter à toute vitesse comme des mouches dans le tuyau d'un aspirateur. Tournoyant, les membres épars, ils furent poussés dans les hauteurs du puits et prirent rudement contact avec une surface dure 500 mètres plus haut. Collés au plafond comme des insectes, assourdis par une tempête de sifflements rauques, ils mirent du temps à retrouver leurs esprits. Enfin, Jax sentit la main de Ling 3 serrer la sienne et se laissa entraîner de côté, glissant avec peine le long du plafond contre lequel il était plaqué par le vent. « Quand le ventilateur ralentira, hurla Briggs dans son oreille, nous nous laisserons tomber en douceur jusqu'à lui. Nous pourrons peut-être passer entre les pales. » Chapitre 6. L'enfant noir courait. Précédé de son ours, il fermait derrière lui le plus de portes possible. Ils arrivèrent dans une pièce entièrement constituée par un dôme transparent. L'enfant se laissa aller sur le sol et haleta pendant un long moment, tandis que l'ours faisait le tour de leur refuge en cherchant à crever la paroi transparente à coups de patte. L'animal réussit seulement à se faire mal et finit par s'allonger avec mauvaise humeur auprès de son maître. Quand celui-ci fut plus calme, il regarda autour de lui et réprima un cri d'étonnement. Il s'approcha du dôme et, tournant les yeux vers le sol, crut d'abord qu'une grande quantité de neige avait recouvert les parties basses de New York. Au bout d'un moment, il comprit qu'il ne voyait pas le sol, mais une mer de nuages d'une blancheur éblouissante, crevée çà et là par d'immenses buildings en forme d'S, de L renversées ou de T majuscules. Au-dessus, le ciel était d'un bleu profond, presque noir. L'enfant resta des heures à contempler ce spectacle. Il fut tiré de sa rêverie par l'ours qui gémissait de plus en plus en tournant d'un air inquiet. L'enfant voulut lui caresser la tête, mais l'ours recula en montrant les dents. Puis il se roula à terre en hurlant, et, soudain, il eut 2 ou 3 spasmes et ne bougea plus. « Ours! Ours !» cria l'enfant au comble du désespoir. Il enfouit sa tête en pleurant dans la fourrure tiède et sentit quelque chose bouger contre son visage. Il releva sa figure mouillée de larmes. « L'ours n'est pas mort ?» demanda-t-il au cadavre. Et soudain, il comprit. Il vit onduler la fourrure de la bête, entendit un bruit d'eau qui bout. Les yeux exorbités, il vit l'ours enfler, le ventre d'abord, puis les membres. En quelques minutes, la bête morte doubla, tripla de volume, tandis que ses articulations claquaient avec des bruits secs. L'ours, gros ballon de fourrure hirsute, s'éleva de 10 cm et rebondit 2 ou 3 fois sur le sol. La force ascensionnelle des gaz ne suffisait pas tout à fait à vaincre le poids de la bête. « L'ours est mort !» cria encore l'enfant noir en se griffant la figure. Puis il resta prostré dans un coin pendant des heures, les yeux secs, une bizarre douleur dans la poitrine. Un grattement à peine perceptible le tira de sa torpeur. Cela venait de la pièce voisine. Il se leva et, dressé sur la pointe des pieds, regarda de l'autre côté de la porte par un hublot minuscule. Il aperçut 2 rats en train de jouer et se rendit compte qu'il haïssait ces animaux comme jamais aucun autre adversaire. Il n'avait pas haï le jaguar, son premier vaincu, ni les grands poulpes. Il haïssait surtout le nombre des rats, surtout depuis qu'il n'avait plus l'ours comme auxiliaire pour se défendre. Il résolut de fuir et, la retraite lui étant coupée à l'intérieur de la ville, frappa d'un jet de feu le dôme transparent. Il passa par l'ouverture ainsi pratiquée et commença de périlleuses gymnastiques, progressant de saillie en corniche sur les toits vertigineux de New York. Chapitre 7. « Le vent diminue !» hurla Jax. Il éclaira son visage et, par signe, fit comprendre à Briggs qu'il était temps de se confier à la chance. Ils se laissèrent aller dans l'effrayant courant d'air et descendirent légèrement, puis remontèrent par secousses, redescendirent encore, comme des balles de ping-pong sur un jet d'eau faiblissant. Par moments, ils tombaient en chute libre pendant 50 mètres avant d'être freinés par le vent. « Nous allons nous tuer !» cria Briggs. Il ignorait si son camarade l'entendait. Ballotté dans le remous, plongé dans une obscurité totale, il vivait un véritable cauchemar. Le vent le plaqua un moment contre l'orifice d'un conduit secondaire. L'instinct de conservation fut le plus fort. Briggs s'accrocha au conduit,
s'introduisit à quelques mètres à l'intérieur et attendit. Peu à peu, la force du vent diminua, le ronronnement venu des profondeurs s'éteignit. Brigg resta un moment hébété, les oreilles brûlantes. Il lui semblait que le silence l'assourdissait. Enfin, il passa la tête dans le puits principal. « Jax !» appela-t-il, les yeux écarquillés dans le noir. La voix qui lui répondit n'était pas celle du Cap 4. Monocorde et impersonnelle, elle résonnait comme dans une cathédrale. Les ouvriers chargés de la vérification des joints doivent régler leur cadran. Au coup de gong, il sera exactement 16 heures. Dong! Au coup de gong, il était exactement 16 heures. Réglez vos cadrans, s'il vous plaît. Veillez à vous trouver près des orifices de sortie dans 1 heure exactement. Il faut qu'à 17 heures, le travail soit terminé et les ouvriers évacués. La soufflerie se remettra en marche à 17h05. Et brusquement, tout le réseau d'aération fut illuminé. La lumière paraissait sourdre des parois elles-mêmes. Brigg cligna des yeux et regarda en bas. Il n'était qu'à une trentaine de mètres au-dessus du ventilateur. Il appela son camarade à tue-tête sans recevoir de réponse. Lorsque ses yeux furent habitués à la vive lumière, il comprit. Jax gisait inerte sur les pales de l'hélice. Brigg vit son compagnon pencher légèrement la tête sur le côté et eut un frisson d'espoir, vite déçu. Le mouvement était produit par une barre métallique qui, sortant lentement de la cloison, écartait du mur le visage de Jax. Une deuxième barre brillante sortit du mur au-dessus de la première, puis une troisième, puis de plus en plus vite, les échelons parurent se multiplier. Sortant les uns après les autres, ils strièrent le puits d'aération sur toute sa hauteur et leur succession se perdit en l'air avec un bruit de fermeture éclair géante. Brigg profita de l'échelle ainsi formée pour descendre jusqu'au Cap 4. Celui-ci était mort. La main de Ling 3, se posant avec une tristesse affectueuse sur la tête pansée de Jack, éveilla un bruit d'os broyé sous les linges humides. Il fallait sortir de là. Brigg entreprit de se glisser entre 2 pales. Il passa ses jambes dans l'intervalle, força un peu, ne put passer les genoux. Il essaya d'écarter et de tordre le métal, mais ses efforts furent vains. Affolé, il regarda autour de lui et s'aperçut que l'une des pales était légèrement bosselée par un choc, sans doute le choc même qui avait causé la mort du Cap 4. En adressant mentalement un hommage à la mémoire du mort qui le sauvait peut-être, Brigg réussit péniblement à se glisser jusqu'à la ceinture sous la pale déformée, mais pas plus loin. Il essaya de ressortir et ne réussit pas malgré tous ses efforts. Pris au piège, il se mit à pleurer comme un enfant, d'épuisement et de frayeur. Il venait de perdre un bon quart d'heure et l'hélice se remettait en marche dans une quarantaine de minutes. Avec l'énergie du désespoir, il déchira sa combinaison spatiale, des mains et des dents. Il réussit à mettre son torse à nu, son torse ruisselant d'angoisse, dans sa course contre la montre. Enfin, il réussit à descendre d'une dizaine de centimètres. Les minutes passaient. Il expira fortement pour dégonfler ses poumons et gagner encore un peu de terrain. Il recommença. Le métal lui pelait cruellement les côtes. Dong 17 heures. Les ouvriers sont avisés qu'ils n'ont plus que 5 minutes pour évacuer le réseau. Cet avis ne sera pas répété. Brigg lutta de toutes ses forces. En esprit, il voyait déjà l'hélice le hacher. La seconde épaule et la tête ne voulaient pas passer. Tout son corps pendant sous le ventilateur, tout son poids était retenu par l'os de sa pommette cisaillée par le bord de la pale. Il n'avait plus aucune notion du temps, il sentait seulement les secondes passer vite, trop vite. Il rua dans le vide, achevant à grandes secousses de se déchirer la joue. Enfin, il tomba et se reçut en gémissant sur les mains et les genoux. Il leva les yeux vers les pales et les vit se remettre lentement en route. Il bondit et courut le plus vite possible vers la grille qui fermait l'entrée d'un couloir d'une 50aine de mètres de long. Le mouvement de la soufflerie s'accentua. Un vent violent contraria ses efforts, le contraignit à progresser courbé en deux. Enfin, il atteignit la grille et la tira de toutes ses forces, cédant de la puissance du souffle qui l'aspirait vers l'intérieur de la ville. La force du vent devint telle que Brigg, les mains serrant la grille, flottait à l'horizontale comme un drapeau. À grands efforts, il réussit à lancer une jambe contre les barreaux de la grille, puis l'autre jambe. Accroché par les 4 membres, il resta ainsi peut-être une demi-heure dans le courant d'air glacé venant du dehors. Quand le ventilateur s'arrêta, Brigg s'étendit sur le sol. Sa poitrine lui faisait mal à chaque inspiration. Il se sentit à demi-mort de fatigue et de froid. Enfin, il se mit péniblement debout et trébucha, s'affalant sur la grille qui s'ouvrit toute seule. Il tomba dans un tas de neige 10 mètres plus bas et s'évanouit, ayant usé ses forces à essayer d'ouvrir la grille dans le mauvais sens. Chapitre 8. Le Doc 1 gravissait les derniers mètres de la falaise sur laquelle se penchait Newark.
Un dernier effort sur la rampe rocheuse le conduisit au sommet. Le vaste port désert s'étendit devant lui. Hiératique, la colossale femme de pierre dressait toujours un bras au ciel. Son miroir reflétait les dernières lueurs du couchant. Les ombres longues des immeubles géants s'étalaient sur le sol. Le Dock 1 pataugea sur les bords du fleuve Hudson qui sillonnait de ses bras multiples l'herbe grise et les plaques de neige. L'homme traversa le port en biais, obliqua vers l'est, laissa le bloc Manhattan à sa gauche et s'engagea dans l'immense tunnel où coulait autrefois l'East River. Il avança à pas prudents, se guidant sur la faible lueur du jour qui pénétrait par l'autre extrémité du tunnel. Des éboulis de rochers s'écroulaient sous ses pieds. S'appuyant d'une main à la paroi, il avait un recul chaque fois qu'une chose rampante et froide le touchait. Des clapotements, de fugitives lueurs et des relents de moisissure assaillaient ses sens en alerte. De temps en temps, un cri semblable à une râle répondait à d'autres cris, devant ou derrière lui, répétés à l'infini par des échos de cathédrale. Enfin, il retrouva le jour, parcourut 500 mètres et vit l'astronef. Celui-ci avait l'aspect d'un œuf monumental agrémenté d'un enchevêtrement de poutrelles métalliques dressées vers le ciel. En l'apercevant, le doc secoua la tête avec pitié. « Une aragne les pattes en l'air », murmura-t-il. « Oui, il ressemble tout à fait à une aragne morte. Et il est bien mort, lui aussi. »« Oh !» s'écria-t-il. « Capt 4, vous êtes là ?» Il courut en trébuchant sur les rocs. En approchant de l'appareil, on pouvait voir qu'il était endommagé. Des morceaux de poutrelles cassées gisaient autour de lui. « Hé !» cria le doc. « Personne n'est là ?» Il escalada les berges de l'ancienne East River et grimpa au milieu des poutrelles. Il s'introduisit dans l'œuf géant par une déchirure de la coque. Dans l'ombre, ses pieds foulèrent des débris de toutes sortes. Il tâtonna le long des cloisons et toucha quelque chose, provoquant un déclic. « Pas de lumière ici, » remarqua-t-il. Il avança péniblement sur un plancher tellement oblique qu'il devait poser alternativement son pied droit sur la cloison et son pied gauche sur le sol. Il heurta quelque chose du front et jura à voix basse. Ses mains explorèrent les environs et reconnurent les contours d'une porte ronde. Il chercha la poignée un moment sans succès, avant de ricaner. « Suis-je déréglé ?» La poignée se trouvait en haut à gauche et non en bas à droite, puisque la nef était à l'envers, puisque le plancher n'était que l'ancien plafond de ce couloir sombre. Il se hissa sur la pointe des pieds et finit par poser la main où il fallait. La porte s'ouvrit sur une salle éclairée d'une lumière bleuâtre. « Enfin, dit le doc, je me retrouve chez moi. J'en avais assez de vivre dans la lumière jaune de cet affreux petit soleil tiède. » Il traversa la salle de pilotage, jonchée de débris d'instruments de mesure brisés et d'écrans hublots pour toujours opaques, et s'engagea à la force du poignet dans un couloir ascendant muni d'une barre d'appui. « Je n'aurais jamais pensé que cet endroit serait si incommode sans gravitation, » bougonna le doc entre ses dents. Débouchant dans un espace circulaire où des couchettes démolies s'entassaient les unes sur les autres, il appela. « Capt 4 Inc 3 Où sont-ils donc ?» Il poussa une autre porte et gémit en voyant l'état lamentable de son laboratoire personnel. Il dut entasser des objets les uns sur les autres pour passer dans la pièce voisine, dont l'accès se trouvait au plafond. Il passa sa tête par la trappe, ses yeux rencontrèrent un autre regard. Un homme était allongé sur le sol, sanglant, le visage luisant de sueur. « Est-ce que... Mais c'est vous, Inc 3 ?» Le doc sauta près du malade et lui prit le poignet. Il eut un geste d'impatience en jetant un regard autour de lui. « Pas le moindre instrument. Que vous est-il arrivé, Inc 3 ? Vous ne pouvez pas parler ? Vous m'entendez ? Vous avez trop traîné dans la neige. Vous avez froid ? Non ?» Inc 3 acquiesça de la tête. « Ne bougez pas, » dit le doc. Il redescendit et pataugea dans les débris, cherchant quelque chose. Il mit enfin la main sur une boîte allongée et remonta près de Brigg. Il ouvrit la boîte, dénuda la poitrine de Brigg et lui planta d'un geste vif une étrange ampoule effilée entre les côtes. « Si j'étais arrivé quelques heures plus tard, dit-il, je n'aurais rien pu faire pour vous. » Chapitre 9. Le lendemain, Brigg sortit d'une étrange somnolence. Une forte lumière lui fit mal aux yeux. Quand il voulut se redresser, la poigne solide du doc le maintint dans sa position allongée. « Restez là encore un petit quart d'heure, Inc 3. Vous êtes sous la lampe Ultra K, j'ai réussi à la réparer. » Brigg porta la main à son visage. Il sentit sur sa joue une pellicule douce comme de la soie. « Ça vous cuit un peu ?» demanda le doc. « Vous m'avez pensé ?»« Je vous ai soigné avec un dévouement admirable, » ironisa le praticien. « Où est passé le Capt 4 ?»« Mort, » dit Brigg, déchiqueté par l'un des ventilateurs qui renouvellent l'air respirable de New York. « Mais vous, Doc 1 ?» Cette fois, Brigg se redressa sans tenir compte de l'opposition du médecin. « Vous êtes radactif au-dessus de 17, Doc 1. Vite, il faut vous soigner !»
Le docteur pâlit un peu, puis sourit lentement. Vous êtes déréglé, Inc. 3. Qui vous a mis cette idée dans la tête? Attendez. C'était avant-hier. Le détecteur vous repérait, clignotait avant de s'éteindre aussitôt. Comment? Mais où ça? À New York. Doc 1, soignez-vous. Attendez, mon cher, dit le doc en levant la main. Pas si vite. Avant-hier, je n'étais pas à New York. Je cheminais péniblement en pleine jungle. Mais alors? Alors vous avez tout simplement détecté quelqu'un d'autre. Mais il n'y a personne dans cette ville, sauf des rats mutants et... Vous m'y faites penser maintenant. Le Capt 4 a vu passer un homme. Il n'a vu que son pied, à vrai dire. Un pied humain. Nous étions coincés derrière une grille, nous empêchant d'en voir davantage. Racontez-moi tout ça. Briggs n'omit rien des pénibles semaines qu'il avait passées dans les entrailles de New York. Il raconta la mort de son compagnon, les difficultés qu'il avait eues à éviter le même sort. Je me suis traîné jusqu'ici, termina-t-il. Je voulais me soigner. Ne me demandez pas comment je suis arrivé dans votre labo, je n'ai que des souvenirs confus. Je me rappelle seulement avoir escaladé des tas... Et tout ça parce que vous me cherchiez, coupa le médecin. J'ai la mort du Capt 4 sur ma conscience. Vous auriez agi comme nous, Doc 1. Ne dites pas de bêtises. Comment vous êtes-vous égaré en pleine jungle? Moi aussi, je n'ai que des souvenirs confus. Dans le bloc Manhattan, j'ai été attaqué par les rats dont vous parliez tout à l'heure. C'était horrible. Ils m'ont suivi tout un jour. Je n'ai pu dormir pendant je ne sais combien de temps. Je me rappelle être sorti de New York en hurlant, par un égout donnant sur le port. Je marchais au hasard dans la nature, me nourrissant de tablettes. Il y a un mois, je me suis retrouvé dans un buisson sans pouvoir me souvenir de rien depuis New York. J'ai retrouvé la ville grâce à mon sens de l'orientation. Il expliqua qu'il avait d'abord marché vers l'est jusqu'à buter sur les hauteurs d'Usa, puis était remonté vers le nord tout en suivant les anciens rivages de l'océan. Et nous voilà réunis, mais sans Capt 4. Il était un peu irascible, mais c'était un brave Capt, n'est-ce pas? Comme tous ceux que nous avons enfermés à la morgue, dit Briggs en désignant une porte de la main. C'étaient tous de braves compagnons. Seul il manque Capt. Mais j'avoue qu'il serait fou d'aller chercher ses restes sans avoir tenté d'arrêter le conditionnement d'air du bloc Manhattan. Vous pouvez vous rhabiller, Inc. 3, dit le doc. Vous êtes guéri maintenant. Croyez-vous qu'il fasse jour dehors? Briggs s'approcha d'un écran hublot qui fonctionnait encore. Il pressa un bouton. L'écran montra la cime de quelques sapins et, derrière, le profil altier des immeubles de New York se découpant sur un ciel bleu pâle. Il fait presque jour, constata le doc. J'ai passé la nuit debout. Je suis fatigué. Regardez, Doc 1, dit Link 3. Le médecin rejoignit l'ingénieur devant le hublot. Qu'est-ce là? Je ne sais pas, une espèce d'animal. Un animal grimpeur qui descend le long de cet immeuble. Il passe dans l'ombre du bâtiment voisin. Je ne le vois plus. Tenez, le revoilà. Il marche sur ce toit métallique, à gauche de cette rangée de fenêtres. Où ça? Ah oui, je le vois. Mais c'est un homme, ma parole! Venez, mon vieux, il faut voir ça de plus près. Les deux hommes sortirent de la nef et cherchèrent la petite silhouette sombre. Mais pendant qu'ils s'extirpaient laborieusement de l'épave, la chose avait changé de place. Ils fouillèrent du regard les surfaces géométriques des imposants bâtiments de plastique dont les multiples fenêtres reflétaient la rougeur de l'aube. « Par les Sreb !» jura Briggs en tendant le doigt. « Le voilà! C'est bien un homme! Il est suspendu par les mains à cette corniche! Il va se rompre les os! »« Il tombe! Venez vite !» Le doc entraîna Briggs dans le lit de l'East River. Ils progressèrent le plus vite possible en trébuchant sur les rocs et s'approchèrent du point de chute de l'être mystérieux. Celui-ci avait roulé au flanc d'un monticule de neige amassé par une fantaisie du vent. Il avait glissé au fond d'un entonnoir assez sombre. « Je le vois, » dit le doc en descendant au fond du trou. Heureusement, la neige a amorti sa chute. Il culbuta presque sur l'enfant noir et resta assis à côté de lui, une expression de peur sur le visage. L'enfant noir ouvrit les yeux. « Le dieu fou !» dit-il d'une voix faible en reconnaissant le doc. « N'approchez pas, Inc. 3 !» cria le médecin. « Il est radioactif au maximum !» Dans l'ombre, les prunelles de l'enfant ressemblaient à des lampes. On distinguait les lumineux détails de son anatomie interne à travers sa peau. Et voilà, c'était un premier essai. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire ça et j'aimerais vraiment développer la partie livre audio dans mes différents projets. Du coup, si jamais ça t'a plu, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, si t'as des retours à me faire également. Je vous rappelle que si ça vous plaît, partagez autour de vous histoire de faire connaître un petit peu mon travail. Et donc comme je le disais en début de vidéo, je fais pas mal de choses à côté. Je stream sur Twitch, donc autour du jeu vidéo. Et j'ai également une autre chaîne YouTube avec un ami à moi dans lequel je réalise des aventures narratives dans l'univers du jeu vidéo. Donc voilà, si jamais ça t'intéresse, tout est en description. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine pour la suite des aventures de New York.